très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un moment un peu particulier pour moi parce que on est dans une période électorale un peu, entre deux tours. Donc, je vais essayer de rester sur quelque chose de complètement technique et sans aucune prise de position particulière. Cela étant dit, aujourd'hui, sur la dernière mandature, j'ai eu le plaisir de mener une mission sur la souveraineté numérique. Pourquoi cette mission ? D'abord parce qu'on s'est rendu compte au moment de la crise du Covid que nous n'avions peut-être pas tous les outils nécessaires pour assurer une souveraineté numérique en France et en Europe. Et donc le président de l'Assemblée m'a confié cette mission avec l'objectif de le faire de façon transpartisane. Et donc on a un groupe de députés de tous les groupes politiques qui ont travaillé sur ce sujet. Et on s'est rendu compte que la donnée, notamment, était la pierre angulaire de la transformation de l'État, que nous avions besoin que la donnée puisse circuler au sein de l'État. Et donc, on s'est rendu compte que l'État avait mis en place un système de partage, de circulation de la donnée, qui pouvait certainement être un peu amélioré, qui techniquement nécessitait d'avoir une amélioration. Et le fait d'utiliser les API était une solution pour l'État et qu'il voulait investir dans ce champ. Pourquoi la souveraineté est importante dans le cadre de la circulation de la donnée et des API ? D'abord parce que la souveraineté, c'est la meilleure façon de pouvoir, à notre sens, avoir la confiance des utilisateurs. Pourquoi c'est important d'avoir la confiance des utilisateurs ? C'est que si vous n'avez pas la donnée que les utilisateurs vous fournissent et sont d'accord pour que vous puissiez l'utiliser, ce sera forcément une donnée qui sera de mauvaise qualité, avec une opposition à son utilisation et donc définitivement un souci d'efficacité, et une perte d'efficacité, pardon. La deuxième chose, on a essayé de regarder comment ça fonctionnait dans d'autres pays européens. On s'est rendu compte que la souveraineté, dans le cadre des API, permettait de pouvoir justifier d'une transparence démocratique forte. On est allé voir plusieurs pays étrangers. Alors, certains sont de plus petite taille, donc il ne faut pas y voir forcément comme étant le modèle absolu, parce que ce sont des pays, notamment dans les pays baltes, qui ont une histoire démocratique récente, une administration beaucoup plus récente, mais il n'empêche que le fait d'avoir une souveraineté numérique et d'être en capacité de pouvoir justifier de cette souveraineté permet d'avoir une transparence démocratique forte. Je donne l'exemple à chaque fois, mais c'est valable à la fois pour l'Estonie, pour le Luxembourg, qui le fait aussi, pour Monaco. Vous donnez votre information en tant que citoyen, vous savez exactement qui a accès à cette information, quand et à quel moment. Et vous pouvez même demander pourquoi cette information a été utilisée. Et c'est parce qu'il y a cette transparence démocratique, c'est parce que la donnée permet on sait qui a utilisé la donnée, qu'on a une acceptation par les citoyens de l'utilisation des données. Ensuite, il y a une question sur la souveraineté qui est la question de l'autonomie stratégique, l'autonomie technologique. C'est que si aujourd'hui nous n'avons pas la capacité à être souverains, nous nous lions, nous nous engageons avec des entreprises privées, pour la plupart, qui peuvent nous imposer ensuite des standards ou des choses que nous ne voulons pas. C'est un exemple assez récent, alors je le pose là, il faudra qu'on voit comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui vient des États-Unis de façon assez forte. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, la pièce d'identité principale, c'est le permis de conduire. Dans un certain nombre d'États américains, le permis de conduire est dématérialisé et il est sur un téléphone portable d'une marque à la pomme. Et ces États font la promotion de cette marque en disant que c'est sur ces appareils-là qu'il faut absolument pouvoir dématérialiser sa pièce d'identité. Et on a appris la semaine dernière que c'était en train d'arriver en Europe avec iOS 16 et que la carte d'identité serait très certainement dématérialisable sur ce type de support. On se rend bien compte que laisser quelque chose comme une pièce d'identité, du régalien,
à une entreprise privée de ce type-là, qui va nous imposer ces normes, le e-wallet tel qu'il le prévoit, pose des problèmes ensuite d'utilisation, d'usage et de circulation de la donnée au sein de l'État. Et donc, le fait d'avoir une souveraineté technologique nous permet de nous affranchir de ces futures obligations que nous aurions à pouvoir négocier avec cette entreprise. Pendant la crise du Covid, quand nous avons décidé avec un certain nombre d'acteurs de faire la fameuse application Stop Covid au départ, tous anti-Covid, on s'est heurté à cette même entreprise qui a refusé de nous ouvrir une partie de son code pour qu'on puisse développer une application qui permette d'atteindre le but que nous étions fixés. Donc la souveraineté, elle n'est pas simplement à voir à l'aune de maintenant, elle est à voir à l'aune de demain. Et que si on commence à laisser des usages à des entreprises privées aujourd'hui, même si on a fait ce choix-là, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir revenir sur ces choix à terme. Or, on sait bien que l'État a une capacité d'agilité assez faible, de réactivité assez faible. Et que donc, il faut qu'on ait une stratégie qui soit actée, marquée depuis le début, et qu'on soit en capacité de pouvoir revenir sur les choix que nous faisons aujourd'hui en conservant une marge de manœuvre. Dernier point sur cette partie-là, la maîtrise et la fiabilité de la donnée. C'est parce qu'on est souverain qu'on peut maîtriser le format de la donnée, son utilisation et sa capacité à être réutilisée à l'avenir. Je vous donne un exemple dans le domaine de la santé, parce que c'est un exemple qui est connu. On a beaucoup d'entrepôts de données de santé. Chaque hôpital a en fait son entrepôt de données de santé. Et la donnée, par exemple la prise de température ou un électrocardiogramme ou une radio, n'a pas forcément le même format à Brest, à Marseille, à Paris ou à Strasbourg. Un des objectifs du Health Data Hub, je ne rentrerai pas dans la polémique aujourd'hui du Health Data Hub, c'est quand même d'avoir une harmonisation de la donnée. Et pour ça, il faut qu'on ait un système de partage des données qui permette que la donnée aille de Strasbourg à Paris via Marseille avec le même format. Et c'est le rôle de la souveraineté que de pouvoir se dire que nous avons le même format et que nous pouvons utiliser les données de la même façon partout sur le territoire. L'idéal serait aussi qu'on puisse le faire, pas simplement au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que la taille critique de la France, c'est bien. On est un marché de 60 et quelques millions de personnes, on a de la donnée à récupérer, mais au niveau européen, c'est encore plus important. Et donc, nous avons besoin de pouvoir avoir des données qui soient normées, et nous avons besoin d'une souveraineté, pas simplement nationale, mais européenne. C'est l'objet du rapport que j'ai pu commettre. Globalement, on a parlé de l'État, mais on a aussi oublié, enfin, on s'est parlé de souveraineté, de données, d'API. Il y a un secteur aujourd'hui, secteur public, qui n'est absolument pas dans ce champ-là, et je voudrais simplement le matérialiser. Ce sont les collectivités territoriales. Aujourd'hui, si l'État fait un effort, et on peut critiquer l'État sur un certain nombre de choses, il n'est peut-être pas très agile, il est un peu lourd, mais au moins, il fait le job. Il essaie d'y aller. Les collectivités sont très en retard sur ce sujet-là. Les collectivités sont en retard sur la cybersécurité, elles sont en retard sur la donnée, les API. Pourtant, je pense par exemple aux communes. Les communes ont de la donnée sur leurs habitants, de la naissance, puisqu'ils font l'état civil, jusqu'au décès. Alors je vais faire un jeu de mots, c'est la tombe qui vous le dit. La commune a jusqu'à la place de la personne dans son cimetière. Et elle a toutes les données de la personne, de l'état civil, des données financières, puisqu'elle connaît tout ce qui est taxe d'habitation, taxe foncière, elle sait qui va à la cantine au périscolaire, donc elle a les revenus, les charges de chacun des foyers, elle fait de l'action sociale avec le CCAS. La commune a toutes les données sur ses citoyens. Et aujourd'hui, cette donnée, 1, elle ne circule pas, et 2, il n'y a aucune architecture de type API pour la plupart des communes. Ça vient un peu, mais pas suffisamment. On est quand même assez en retard. Ce que je vous constate sur le terrain, c'est qu'un certain nombre de communautés de communes commencent à s'engager sur ce sujet-là, s'approprient le sujet à la place des communes, ce qui n'est pas forcément mal, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté d'architecture qui va être un peu plus importante. La vraie question sera comment est-ce qu'ensuite on travaille entre intercommunalités. Parce que les citoyens, eux, ils bougent.
Ils partent d'une intercommunalité pour aller vers une autre. Donc comment est-ce qu'on a une portabilité de ces données? Comment est-ce qu'on communique sur ces données? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est centralisé au niveau de l'État? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Est-ce qu'il faut que ça soit au sein de chaque commune? Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait le partage? Il faudra qu'on se pose ces questions-là. Mais aujourd'hui, on a vraiment du retard. On a du retard sur ce sujet, on a du retard sur la cybersécurité sur les communes. C'est pas pour rien que Angers, enfin, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est Angers qui s'est fait attaquer, qui est resté quasiment 6 mois sur le flanc, à plus pouvoir toucher les parcs-mètres, à plus pouvoir faire la paye de ses employés communaux autrement que quasiment à la main, avec l'aide de la DGFiP. Ça a été très compliqué. Je pense que les communes sont en retard et on va essayer de faire en sorte qu'elles puissent rattraper ce retard, mais ça va être un peu long. Dernier point, comme ça on aura rattrapé peut-être un peu de temps, sauf s'il y a des questions. Il y aura peut-être des questions. Sur la partie des API, on a constaté qu'il y avait peut-être un défaut de normalisation. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément... Alors je parle uniquement dans le domaine public, on n'a pas créé de standards. On devrait pouvoir créer des standards. On devrait avoir des standards, c'est le minimum. On pourrait même avoir des normes, ce qui serait un peu plus idéal, mais il ne faut pas que ce soit des normes qui soient imposées par la sphère publique. Il faut que ce soit des normes qui viennent du terrain. Il faut que ce soit des normes qui soient réfléchies. Imposer des normes, demander à l'État d'imposer des normes alors qu'il ne maîtrise pas le sujet, c'est une mauvaise idée. Il faut simplement que les normes viennent du terrain et que l'État soit là pour dire, écoutez, si ça vous va techniquement et que nous, ça respecte un certain nombre de critères, ça nous va bien, on les prend tels quels. Ça permettrait aussi à l'État de pouvoir être sûr que dans le cadre, par exemple, des OIV, il a bien toute l'information nécessaire pour pouvoir exercer son contrôle sur les OIV. Les organismes d'importance vitale. On le voit bien avec ce qui se passe avec le contexte géopolitique avec l'Ukraine. On a besoin d'avoir des OIV qui soient dans un état de santé technologique de bon niveau, pour éviter les attaques, pour être sûr de pouvoir être résilient si jamais on a le moindre souci. On a une crise énergétique qui se profile, donc il serait bon que nos OIV spécialisés dans l'énergie et dans tout ce qui est fluide puissent être sûr que ça fonctionne. Et donc pour ça, on a besoin que les données aient une forme standardisée, qu'on n'ait pas des difficultés d'agrégation de ces données en fonction des opérateurs. Le collectif API Thinking le propose et c'est vraiment quelque chose que je salue. Ça doit venir du terrain. Ne demandons pas à l'État ce qu'il n'est pas capable de faire. Si vous demandez à l'État de vous donner les normes, on va se planter. C'est à vous sur le terrain de faire remonter la capacité normative. Faites des standards d'abord, on fera des normes ensuite, mais au moins faites des standards pour pouvoir parler de système à système, que les API puissent se travailler ensemble et qu'on ait la capacité à avoir une vision globale. C'est ce qui nous manque aujourd'hui sur la donnée. Et je finirai là-dessus. Tout le monde dit que la donnée, c'est l'or noir de demain. C'est vrai. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour les collectivités. Sans les données, nous ne pourrons pas avancer. Nous avons besoin des données, nous avons besoin qu'elles puissent circuler, nous avons besoin qu'elles puissent être protégées. C'est en ce sens que l'Europe a fait un gros effort sur le RGPD, par exemple. Je vous le livre tel quel. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui a été dit par Joe Biden et Ursula von der Leyen quand ils ont parlé d'un accord transatlantique de gestion de la donnée. Si c'est pour faire l'équivalent de ce qu'on a déjà eu 2 fois, le Safe Harbor et le Privacy Shield, on est mal barré. Et on aura un Schrems 3, il ne faut pas se leurrer. Schrems est déjà prêt. Qu'on puisse avoir une discussion sur le traitement de la donnée et les mesures de protection aux États-Unis, pour qu'on s'apparente à quelque chose qui puisse être équivalent, oui, mais ça nécessite que les Américains fassent un effort, pas qu'ils fassent de la cannibalisation. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est ce qu'ils font. Et je reviens sur ce que je disais avec la carte d'identité. On a un vrai risque d'avoir des sociétés privées GAFAM, parce que je pense qu'on a réglé le problème un peu des Chinois pour l'instant, mais qu'on ait les GAFAM qui viennent aujourd'hui cannibaliser un certain nombre de données chez nous, et que du coup on perde une partie de la bataille et de la guerre économique qu'on va devoir mener dans les années qui viennent. Peut-être le dernier mot, ça fait un peu punchline, mais on a en France une économie de l'intelligence.
On a vraiment beaucoup de cerveaux. Profitons-en. Faisons-les travailler. On a des écoles qui fonctionnent bien. On a des formations qui fonctionnent bien. On a des problèmes de main-d'œuvre, oui, mais on a de très bons ingénieurs, on a de très bons techniciens, on a de très bons codeurs, on a de très bons chefs d'entreprise qui ont une vision du terrain et qui savent comment ça fonctionne. Il faut absolument qu'on puisse capitaliser là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de pays ont une intelligence économique. Et aujourd'hui, cette intelligence économique-là, elle peut nous faire du mal à terme. C'est pour ça que la souveraineté, c'est un mot que nous devons retenir. Souveraineté ne veut pas dire repli sur soi, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir continuer à faire nos choix maintenant, mais aussi dans le futur. Et pour ça, avoir des API et avoir de la circulation de la donnée, c'est une des solutions pour pouvoir maîtriser notre futur numérique et le futur de notre société. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, s'il y a des questions, éventuellement, je suis preneur.